Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Grizzlies 2024? Alors, ma première stat du jour, je pense que tu l'as peut-être noté, ça va être 551. Ouais. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça doit être des minutes alors, non? Non, c'est Non? le nombre de matchs manqués cumulés par les joueurs de l'effectif de Memphis cette saison. Ah, Donc, oui, c'est pas mal. 551 matchs manqués. On voit que globalement, l'équipe a dû utiliser 33 joueurs différents, dont Ouais. 12 qui ont été signés avec l'hardship exception. Alors, pour donner un exemple, l'hardship exception, pardon, tu ne peux l'avoir à disposition uniquement quand tu as au moins 4 joueurs blessés qui ont manqué déjà 3 matchs consécutifs et qui seront absents encore pour 2 semaines minimum. Waouh. Donc, il y en a eu 12, hein. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est un peu l'histoire de la saison, c'est que même C'est au-delà ça. du fait qu'il y ait des stars qui est manqué, enfin il n'y a même pas que les stars, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu une hécatombe un peu partout dans l'effectif, c'est aussi ce que tu dis, quoi. C'est pas que Ja Morant. C'est ça. Non, c'est pas que Ja Morant, puisque Ja Morant, il y a eu lui, il avait sa problématique de suspension, puis ensuite il s'est blessé à l'épaule après 9 matchs. Mais Ouais. il y a aussi eu des blessures de Desmond Bane qui se fait la cheville. Il y a Marcus Smart, pardon, qui a joué que 20 matchs. Il y a vraiment, enfin, Luke Kennard qui était blessé aussi en début de saison. La seule personne à avoir été là à peu près toute la saison, c'était Jaren Jackson, quoi. Ouais. Non, effectivement. Et alors, juste pour qu'on dissipe également tous les doutes, à quel point est-ce qu'il y a eu un côté peut-être tanking de bon, vu qu'on est nul, de toute façon, on va prendre notre temps, les faire revenir ou pas, mais à la base, tu nous dis quand même que c'était des vraies blessures. C'est peut-être que parfois ça a un peu traîné pour les faire revenir, et encore, je te pose la question, mais voilà, il y avait quand même des vraies blessures à la base, quoi. C'est pas genre, bon, ben, on a déjà Morant, on va faire semblant d'avoir des blessés pour tanker, quoi. C'est ça. Non, de vraies blessures, hein. Marcus Smart qui s'était déjà blessé une première fois, qui est revenu dans la saison, qui se reblesse au niveau du doigt, qui se blesse au niveau du doigt, qui se casse littéralement. Enfin, je crois qu'il se disloque le doigt. Ou pendant un 3 points, on voit, il regarde son doigt pour fêter le 3 points et il se rend compte que son doigt est de travers. Enfin, c'est exceptionnel. On a, Une Sean Marion, donc, hein, comme on appelle. c'est ça. C'est ça. On a également Desmond Bane qui s'est blessé, qui est revenu lui un petit peu pour jouer à la fin de saison, et puis ensuite qui a été arrêté simplement pour les revenus. Il a repris un petit peu ses marques avec les joueurs qui ont émergé durant la période où il était absent, puisque ça va être des joueurs, on en parlera peut-être après, mais qui risquent d'être importants pour l'avenir de la franchise et au moins en tout cas l'avenir à court terme avec la saison prochaine. Donc il a eu des minutes avec ces joueurs-là. Et ensuite, on a eu le retour aussi de Brandon Clark qui avait manqué quasiment toute la saison, hein, qui était blessé, qui s'est blessé le soir du match où Ja Morant a été filmé en boîte de nuit en montrant un flingue pour la première fois. Donc lui aussi Ouais. qui avait été oublié dans le flot de l'an dernier de tous les absents, qui lui aussi est revenu cette saison. Donc vraiment beaucoup d'instabilité, même au niveau des role-players. Jake LaRavia s'est blessé. Zaire Williams aussi blessé. Donc vraiment une hécatombe littérale. Il manquait plus que Taylor Jenkins nous fasse une Chris Finch. Oui, c'est ça, ouais. J'allais dire Chris Finch, il l'a fait, lui, tu sais. Donc même le coach, maintenant, il est pas à l'abri. Non, mais c'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en plus, tu vois, un mec comme Marcus Smart, par exemple, Ouais, n'a pas du tout cette étiquette de injury prone. De base, il a jamais manqué autant de matchs dans une saison. Et là, mm, il arrive à Memphis. Et en fait, il y a tout qui est tombé d'un coup, quoi. Comme tu dis, ouais, à part Jaren Jackson, le fait est aussi que, bon, on partait au niveau de la saison, on savait que Ja Morant allait être suspendu. Mais tout de même, on se disait, bon, bah, c'est quoi? C'était une vingtaine de matchs, 20-25, je crois. oui, On se disait, bon, Memphis va peut-être un peu encaisser en début de saison, mais ensuite ça va aller mieux, quoi. C'était un c'est peu, ça. c'était un peu l'espoir. C'est une équipe jeune, et une équipe qui avait fait un peu de changement, donc rajouter Marcus Smart. Voilà, il y avait, comme dit, l'an dernier, bon, ils se sont fait upset au premier tour des playoffs, mais ils étaient quoi? Ils étaient dans le top 4, hein, forcément, l'an dernier. Donc, c'était pas non plus la catastrophe. Et c'est en ça où, bah oui, cette année, on a un peu un accident industriel, mais qui est un peu une accumulation de tout, parce que, voilà, Ja Morant, la suspension, quand il revient, moi je me souviens, on en a parlé dans l'hebdo, on a réussi à faire un épisode dans l'hebdo, tous les lundis matins, on faisait une émission, on a réussi à faire une émission, Ja Morant, le retour de suspension, il est déjà génial et tout, et puis la semaine d'après, c'était fini, quoi. Il Ouais, était c'est blessé, ça. quoi. Donc C'est ça. c'est vraiment ce truc où, en effet, il y a pas de chance du tout, et c'est une année qui est totalement à jeter à la poubelle, qu'on n'est pas sur, comme l'an dernier, où on disait, bon, ben, il y a des limites, le front office est un peu planté là. Non, là, c'est vraiment,
Voilà, c'est une erreur de casting que vous retrouviez au milieu de San Antonio, Portland, Washington, Détroit, etc. Quoi. C'est une bonne équipe qui avait juste pas ses joueurs disponibles, en fait, on peut dire. C'est ça. Et tu vois, on en a même pas parlé, mais tu vois, Steven Adams, il a pas joué de la saison non plus. Voilà, Steven exactement. Adams, n'a pas joué de la saison. Alors c'est vrai que lui aussi, il avait eu ses problèmes de blessure la saison dernière, mais il a joué juste 2 matchs de pré-saison et puis il a été shutdown pour la saison. Il s'est fait opérer depuis, il s'est fait transférer. Et encore une fois, on va reprendre notre classique. Le line-up de Memphis qui a joué le plus de possessions cette année, il en a joué 149. Ah oui, ouais, d'accord. 149. C'est rien du tout. Ouais. Pour dire, pour donner un ordre d'idée, d'habitude, chaque équipe a un line-up qui tourne autour des 700, 800, 1000 possessions jouées ensemble. Donc 149, c'est ridicule, quoi, effectivement. Mais effectivement, j'avais noté une stat un peu comme ça dans mes notes. La première que je voulais évoquer, c'est moi, c'est 33. Donc tu l'as évoqué. C'est le nombre de joueurs utilisés en 2024, qui est un record NBA, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Mais après, c'est vrai que c'est un record NBA, mais il faut mettre en contexte que maintenant, il y a 3 two-way, il y a alors oui, c'est un record NBA, mais il y a cette notion de 3 two-way, mais oui, c'est un record NBA. Effectivement, on n'a jamais eu autant la possibilité d'avoir des joueurs dans l'effectif, mais bon, il y a un peu ce truc-là. Et l'autre chiffre que j'avais, c'est que, comme dit, beaucoup de blessures. Donc, Ja Morant à peine 9 matchs, Desmond Bane une demi-saison, 42 matchs à peine, Smart à peine 20. 20 sur 82, Steven Adams 0, Clark qui est revenu comme tu l'as dit parce que blessé en fin de saison dernière en fait, donc ça a affecté toute cette année, le temps de revenir, 6 matchs à peine. Jaren Jackson 66, mais ce qui fait que donc Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Adams, Clark et Jaren Jackson, donc les principaux joueurs de cette rotation, j'ai calculé, ils ont joué 15% des matchs disponibles. Voilà. Oui. C'est un chiffre assez dingue quand tu penses. 15% à peine des matchs dispo ont été joués par ton noyau dur. Donc effectivement, il y a rien à dire à part on passe à autre chose et puis voilà quoi. Et puis il y a quand même un bon point, c'est que vous avez obtenu un choix plutôt haut placé, non, je crois, au niveau de la loterie. Choix 9. Ouais, c'est pas mal quand même pour une équipe au niveau de la loterie. Et les premières rumeurs, parce qu'on enregistre avant la draft évidemment, mais les premières rumeurs c'est quoi? On va le garder, on l'utilise en atout, on va le dépenser, on va drafter un joueur, c'est quoi un peu qu'est-ce qu'on en dit? Alors il y a deux visions qui s'opposent. La notion de se dire qu'il faut absolument, alors la première vision ça va être absolument drafter un joueur, donc le meilleur talent disponible, que ce soit un intérieur ou que ce soit un joueur qui joue à notre poste mais qui n'est pas un joueur petit, entre guillemets, puisque on voit que les playoffs nous montrent que la taille, ça compte quand même, la taille c'est important en tout cas, et que globalement donc il y aurait ce parti pris de drafter un joueur et de s'assurer un joueur de rotation qui est un peu qui a on va dire un coût salarial ou qui pourra avoir une meilleure production que le coût salarial, comme tu l'as bien mentionné, le fait que avoir un bon hit sur un contrat rookie pour un joueur de rotation, c'est exceptionnel puisque c'est une valeur qui est inégalée aujourd'hui en NBA. Ouais, c'est du vol. Hein. Merci le CBA qui structure les contrats rookie, qui fait que dès que tu peux avoir un bon joueur de rotation, mais qui est sous contrat rookie qui est payé une misère, quoi. Donc c'est ça. Merci. Exactement. Et après, tu as l'autre version qui se dit que il faut absolument récupérer un titulaire dans un trade. Donc, on entend les noms de Cam Johnson, de Mikal Bridges, même si voilà les noms qui reviennent assez souvent, où il faut trade le pick pour récupérer un joueur. Ouais. Sauf que quand tu trades le pick pour récupérer un joueur qui a déjà un long salaire, il y a la notion aussi de management du salary cap, de la gestion du salary cap, où Memphis est potentiellement aujourd'hui une équipe qui est déjà dans la première apron. Donc, rajouter du salaire, faut avoir aussi l'aval du propriétaire. Donc, tu as aussi cette notion où tu as un petit peu plus les points éméliés si jamais tu pars sur cette option-là. Et il faut que le joueur que tu rajoutes à l'équation, il paye tout de suite parce qu'ensuite, ce sera plus difficile de faire marche arrière. C'est vrai que je te pose un peu la question parce que je trouve que le dilemme est intéressant et on sait qu'il y a des équipes qui parfois, un accident un peu industriel, tu as un très haut choix de draft. Je pense aux Warriors. Oui. Bon, mais voilà, les Warriors auraient largement dû utiliser le pick dans un échange, en fait, à mon sens. Hein. Ou alors drafter un bon joueur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais... C'est ça. Wiseman. C'est ça. Mais non, mais voilà, t'as un peu ce genre de situation, une fois tous les 2-3 ans, où une excellente équipe fait un peu un trou d'air à cause des blessures, se retrouve avec un super asset. Et je voulais un peu te poser la question parce que, je sais pas si tu te souviens, mais c'est un peu ce dont on discutait l'an dernier, quand on faisait un peu le bilan 2023 en disant...
Bon, peut-être que le front office de Memphis a laissé partir des vétérans, donc il y a 2 ans maintenant, tout ce qui était Kyle Anderson, Melton, etc. Et avec ce côté, bon, on drafte bien, on a beaucoup de hipsters de draft dans notre front office, on arrive à choper tous les joueurs intéressants, mais au final, on avait vu que le bilan de 2023, c'est bon, c'est sympa tous ces jeunes, mais c'est quand même un peu jeune, quoi. C'est un peu jeune, et donc c'est un peu le mauvais penchant. Donc à quel point est-ce que là, on va pas avoir ce raisonnement comme dit est-ce qu'on fait encore une fois, on draft un jeune et ok, ça peut faire une rentabilité géniale, mais ça va peut-être pas nous aider de suite, ou alors est-ce qu'on l'utilise dans un échange pour un très bon role player, quoi. C'est un peu le dilemme philosophique, on va dire. C'est ça, c'est exactement le dilemme, en plus du côté financier. Après, il faut se dire que Memphis a quand même récupéré l'année dernière un joueur en la personne de J.J. Jackson, donc on parlera certainement après, qui peut faire office de tour de draft, hein, vraiment de nouveaux jeunes à intégrer dans le projet, et a aussi récupéré des role players à développer qui ont, comme Vince Williams Jr., qui s'est très bien développé cette saison. Donc peut-être qu'on peut se dire qu'au niveau des jeunes, on est bon, même si, en fait, Memphis aujourd'hui ne peut plus se permettre de regarder uniquement par son prisme par rapport au projet qui se monte à côté. Parce qu'en fait, si tu vas récupérer potentiellement un joueur moyen, quand tu regardes ceux qui se construisent, parce que les équipes qui sont, entre guillemets, même tu vois, quand on prend uniquement la division de Memphis, donc la division de Memphis, ça va être la division Southwest. Quand tu vois, par exemple, il y a les Spurs qui ont Wembanyama et qui ont pas mal de pics aussi pour pouvoir construire un effectif cohérent autour de lui, ils ont récupéré 2 pics à cette draft. Enfin, dans le top 10 à cette draft. Quand tu vois, par exemple, Houston, qui, eux, ont déjà un bon noyau de jeunes, ont commencé à rajouter des vétérans. Ils ont des extra picks des Nets, et en plus, ils sont montés aussi à la loterie. Ouais. Donc, cette année, ils ont un pick top 4. Donc, il y a déjà ces 2 équipes-là. Tu vas prendre aussi l'équipe de Dallas qui est littéralement en finale NBA, hein, qui est championne. Au moment où on parle, ils sont champions. qui est en finale NBA. Et tu as les Pelicans qui font leur meilleure saison chiffrée depuis le début de leur reconstruction, qui ont énormément de pics, qui ont quelques problématiques, mais qui ont aussi énormément de pics, et qui ont Zion Williamson, et qui ont aussi pas mal de jeunes joueurs à potentiel à développer dans l'effectif. Donc globalement, si tu regardes ton projet par ton seul prisme, et tu vois, je parle même pas d'OKC. Donc si tu regardes ton projet uniquement par ton seul prisme, peut-être que la meilleure version de ce que tu vas pouvoir construire avec les éléments que tu as déjà en place n'est pas assez bonne pour aller en compétition avec les autres projets. Petit rajout au montage au mois de juillet et non pas début juin. Donc en effet, Memphis a tenté de l'échanger, ils n'y sont pas arrivés et donc ils ont pris le meilleur joueur disponible selon eux qui a été Zach Edey. Oui, et puis c'est un peu pour moi un peu comme OKC entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, cette équipe de jeunes, maintenant ils sont un peu plus vieux qu'OKC, hein, on est d'accord, mais une équipe de jeunes, et ça fait 1 an, 18 mois, 2 ans qu'on se dit, allez, il faut quand même faire le gros coup maintenant. Il faut faire, alors, il y a eu Smart, mais est-ce que peut-être on attend un peu un coup de plus pour justement encore plus de compétences et pas juste être une équipe de jeunes sympa, mais voilà, si tu veux être contender et aller au bout, c'est un peu ça, quoi. T'as besoin de faire, alors, il est plus dispo, mais d'aller chercher un Anunoby ou un mec comme ça, quoi. Donc, peut-être que ce pic pourrait servir aussi là-dessus. Donc, on verra bien. Mais voilà, on est d'accord, notre première stat du jour, elle est commune, elle est, saison un peu à jeter à la poubelle, en tout cas d'un point de vue compétitivité, et c'était pas vraiment de la faute de personne en fait, hein. C'est juste les blessures et cette hécatombe de blessures tout en même temps. Donc ok. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.